Les webinars. Bienvenue pour ce webinaire Social Media Tendance 2018. L'idée c'était de faire un peu le point, puisqu'on est en début d'année, de voir un peu quelles sont les tendances qui vont dicter l'année 2018 sur les réseaux sociaux. Donc juste rapidement avant de commencer, donc je suis Annabelle Launay de l'agence Imagineur et donc je suis consultante marketing digital. Et moi c'est Pierre Ribocourt, pareil de l'agence Imagineur et je suis chargé de marketing digital. Donc pendant à peu près 30-35 minutes, on va vous dérouler voilà les tendances de l'année. Vous avez un module de questions à votre disposition donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et on y répondra en fin de webinaire suite à la présentation. Donc n'hésitez pas à interagir. Vous avez aussi un module de chat si vous le désirez. Donc voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est ma présentation. Donc on abordera le contenu qui est de plus en plus expérientiel. Le social selling qui permet au B2B aussi de tirer son épingle du jeu sur les réseaux sociaux, puisque c'est pas réservé que pour les réseaux sociaux sont pas le terrain de jeu du B2C uniquement. On abordera ensuite l'ère du social media one-to-one qui a été impulsé par les stories Snapchat et Instagram. La tendance chatbot, qui découle aussi un peu de cette communication one-to-one de plus en plus. On abordera également donc, les publications organiques et notamment leur perte de portée, leur perte d'audience, enfin, la diminution de la portée des publications organiques. Et donc, ce que ça implique pour les marques pour rester visibles sur les réseaux sociaux. Et enfin, on abordera le marketing d'influence pour faire le point un peu, voir où on en était en 2017 et où est-ce qu'on va en 2018. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc avec le contenu qui est de plus en plus expérientiel. Bon, ça fait des années que ça dure, mais il y a une bataille de l'attention qui se joue sur les réseaux sociaux, mais plus largement aussi sur le terrain du digital. C'est-à-dire que bon, il y en a de plus en plus de contenu à disposition. On a des marques, des institutions qui deviennent des médias en soi, qui produisent leur propre contenu. D'un côté, les utilisateurs fragmentent de plus en plus leur temps de connexion entre leurs différents devices, entre les ordinateurs, les mobiles, etc. Ce qui fait qu'on a des connexions de plus en plus courtes. On accorde de moins en moins de temps aussi à l'information. Enfin, on cherche d'autres formes d'information. On a aussi des audiences qui sont de plus en plus aguerries dans la manière de filtrer les informations et des utilisateurs finalement qui se forgent un peu des châteaux forts digitaux qui choisissent l'information qu'ils veulent consulter. Et donc voilà, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est quelque chose que voilà, on dit depuis plusieurs années, mais la vidéo reste le média le plus engageant et le média qui continuera à percer sur le terrain du digital. En termes de chiffres, voilà, une vidéo reçoit en moyenne 4 fois plus d'engagement qu'un simple texte. Et Cisco, dans une récente étude, estime que le trafic vidéo représentera 80% du trafic web mondial en 2019. Donc c'est tout proche, hein, c'est l'année prochaine. On était déjà à 60% en 2016. Mais voilà, donc la vidéo va continuer sa montée en puissance. Ceci dit, on observe que sur le digital, il y a plusieurs évolutions technologiques qui offrent de nouvelles opportunités pour émerger et pour attirer l'attention. Alors, ces formats, on a le live qui continue d'émerger. Il est plébiscité par les internautes parce qu'il y a ce côté où finalement on triche pas sur le live, même si bien sûr qu'un live ça se prépare, ça peut être même il peut y avoir une grosse mise en scène derrière, mais il y a cette forme d'authenticité, pardon.
Et on observe qu'il y a beaucoup plus d'engagement par exemple, sur les vidéos live sur Facebook que sur des vidéos classiques. Ils y passent 3 fois plus de temps et ils les commentent, et les internautes les commentent 10 fois plus que des vidéos classiques. En termes d'opportunités pour les marques, le live, ça peut servir à beaucoup de choses, comme événementialiser un événement, élargir son audience. Par exemple, d'un événement habituellement plutôt restreint, plutôt VIP, eh ben, on peut lui donner une portée plus grand public. On peut aussi s'en servir pour du lancement de produits. C'est un bon outil aussi de relation avec son audience, avec ses publics, parce qu'on peut organiser des questions de sessions-réponses en live, donc qui permettent encore d'accentuer en fait cette proximité. En termes d'exemple, en termes d'exemple, il y a par exemple les 24 heures du Mans qui en 2017 avaient organisé une conférence de presse en live sur les réseaux sociaux, certes sous un format plateau télé, mais qui permettait un peu d'ouvrir et d'annoncer. Donc le but c'était d'annoncer tous les concurrents à l'édition 2017. Et de s'ouvrir à un plus large public et pas qu'à une cible de journalistes. Autre exemple, c'est Bouygues Construction qui, pour dévoiler un peu le musée Yves Saint Laurent dont la construction venait de s'achever, qui a organisé une visite live sur Facebook du musée à Marrakech. Voilà. Autre contenu plus expérientiel, c'est le côté immersif. Alors on a trois types de contenus. Juste pour faire le point, c'est vrai que des fois il y a encore des amalgames entre les différentes technologies, mais on a la réalité virtuelle. Donc là où on est plus dans une posture avec un casque, mais on offre une expérience interactive dans un univers virtuel où l'utilisateur peut interagir. La réalité augmentée, c'est lorsqu'on a des éléments virtuels qui vont s'insérer dans le réel. Donc par exemple, Pokémon Go, c'était un peu ça. Les filtres Snapchat le font aussi, par exemple, parce que vous pouvez mettre des filtres sur votre tête, vous pouvez faire apparaître des petits bonhommes sur votre bureau, voilà, avec des filtres. Et enfin, on a la vidéo 360. Donc là, où on est dans un univers filmé en 360. Enfin, un univers qui peut être virtuel aussi, finalement, si on veut, mais voilà. Donc, tout ça, ça met l'utilisateur dans une posture où il regarde plus seulement la vidéo, mais il en fait vraiment partie. Il y a un côté immersif. Donc, on apporte une dimension un peu plus expérientielle au contenu vidéo. Donc, cette tendance, elle est poussée par les réseaux sociaux. Facebook qui a commencé en 2014 en rachetant la technologie Oculus, puis ils ont lancé la Social VR Team pour anticiper les futurs usages de la VR. Récemment, en octobre 2017, ils ont lancé leur casque Oculus Go à un prix de $200 pour de la réalité virtuelle. Et enfin, là, tout récemment, ils ont lancé le AR Studio, donc pour créer de la réalité augmentée. Et alors, il y a quelques années déjà, Facebook affichait ses ambitions de créer des relations entre les personnes directement via de la VR, via un casque. C'est aussi porté par Instagram et Snapchat. Instagram déjà commence à faire des filtres avec de la réalité augmentée. Ils ont également racheté l'appli MSQRD. Et Snapchat, comme on disait tout à l'heure, qui propose des filtres déjà en réalité augmentée. On va vous montrer juste un petit exemple, si la vidéo veut bien marcher. Ah.
T'as pas mis la vidéo sur ton PC en fait. Non, j'ai oublié. Bon. Tant pis, c'est pas... Tant pis, mais voilà, sur Snapchat, c'était l'exemple de Netflix en fait, qui avait créé de Netflix avec la série Stranger Things, qui avait créé un filtre de réalité augmentée, où lorsque je prenais en photo donc mon univers, l'environnement physique dans lequel je me trouve, voilà, pour ceux qui connaissent l'univers de la série, on se retrouvait avec une porte en réalité augmentée. Et on pouvait pénétrer dans une pièce virtuelle. Voilà, et on pénétrait dans une pièce virtuelle qui est l'Upside Down. Bon, après, ça, c'est tout l'univers de la série qui ressortait dans le filtre. En tout cas, c'est un bon exemple d'utilisation de la réalité augmentée par les marques. C'est ça. Donc, on observe, en termes de chiffres, on observe que par exemple, les vidéos 360, elles génèrent en moyenne 4,5 fois plus de partages qu'une vidéo traditionnelle. Et l'intérêt de toutes ces technologies immersives, c'est que il y a vraiment un pouvoir captif, justement, qui est intéressant dans la mesure où tout le monde essaie de se démarquer sur les réseaux sociaux. Il y a cette opportunité de faire vivre une expérience à son audience, donc soit avec des points de vue uniques qu'on ne pourrait pas avoir dans la réalité, voire même exceptionnels. Et voilà, c'est vraiment une technologie qui va s'imposer dans les années à venir parce qu'elle est vraiment soutenue par les réseaux sociaux. Elle est en évolution constante. De toute façon, nous on le voit on crée des dispositifs là-dessus depuis 2015 et on voit que la technologie n'a de cesse d'évoluer, qui nous permettent des moyens d'une production toujours de plus en plus facilitée et avec des dispositifs de plus en plus riches. Donc voilà, juste quelques exemples, mais c'est par exemple les Oscars en 2016, donc qui avait fait une vidéo 360 du tapis rouge en fait pendant la cérémonie. Donc l'utilisateur pouvait se retrouver au milieu des stars et voir des points de vue aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc de se retrouver face aux photographes qui crient, qui hurlent les noms des personnes et il y avait ce côté un peu immersif et que nous genre lambda, on ne pourra jamais toucher des doigts, voilà. Autre exemple là qui combine du coup à la fois le côté live et le côté 360, c'est la Ligue nationale de rugby qui, pour l'annonce des demi-finales à Lyon, a fait une conférence de presse en live 360 sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, pour élargir son audience, s'ouvrir à une cible au-delà des journalistes et en même temps créer un effet un peu un effet wow, un effet immersif. On est au cœur de la conférence de presse. Autre tendance, c'est le shoppable content qui a émergé en fait dans un contexte où les utilisateurs utilisent de plus en plus des adblockers. On a aussi, depuis quelques années, de toute façon, le contenu, c'est le nerf de la guerre et les marques se dirigent plus vers des stratégies de contenu, de plus en plus vers des stratégies de contenu que des stratégies de marque en tant que telles. Et donc, c'est dans ce contexte que le shoppable content a pu émerger. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ajout de repères en fait dans des contenus qui permettent directement l'achat de produits depuis le contenu. Alors, ça a été, c'est des dispositifs qui tendent encore à évoluer. Facebook propose déjà des premiers formats publicitaires, les formats collection, qui permettent en fait dans une vidéo, on a une vidéo, une image, et de faire apparaître en dessous les produits associés à cette vidéo ou à cette image et de les acheter par la suite en cliquant dessus. Et puis on a aussi la fonctionnalité shopping d'Instagram qui est ouverte aux marques et donc qui permet dans un univers, une vidéo, une photo, de cliquer directement sur la fiche produit et d'aller l'acheter. Donc l'intérêt c'est qu'on est vraiment dans un univers narratif fort qui permette aux marques tout en même temps de générer de la performance. Ce qu'on observe, c'est qu'on a un taux de clic beaucoup plus élevé que sur des formats classiques
Et vous avez un autre petit exemple donc dans ce GIF animé à gauche. Donc là, c'est carrément une chaîne, donc Bravo TV. C'est une chaîne américaine du groupe NBC avec la série donc The Girlfriend's Guide to Divorce. Donc directement dans le player, on peut acheter les tenues portées par les personnages. Donc, ce qu'on voit en fait à travers ces trois tendances, le live, l'immersif, le shoppable, c'est que toutes tendent à améliorer l'expérience utilisateur. Soit en lui proposant une expérience unique, une expérience émotionnelle, une expérience immersive, ou en prolongeant justement cette relation avec la marque et en achetant directement des produits. Donc, autre tendance qui porte également sur le contenu, qui émerge aussi depuis quelques années, c'est le social selling, plus destiné au B2B. En fait, le social selling, il est né de la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, la prospection classique, le phoning, l'emailing, on constate que ça marche de moins en moins et les processus d'achat ont changé. C'est-à-dire que les acheteurs passent de plus en plus de temps sur Internet avant de contacter une marque. Ils passent du temps sur les réseaux sociaux, ils consomment du contenu. En termes de chiffres, on est à 12 recherches en moyenne sur les moteurs de recherche avant d'entrer en contact avec une marque. Et ces acheteurs, ils regardent aussi de la vidéo. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'émerge le social selling. Ah, voilà, pardon. Et donc, le social selling, c'est vraiment une stratégie qui est portée par les commerciaux. C'est les commerciaux qui vont relayer les contenus qu'on met à leur disposition auprès de leurs clients et de leurs prospects. Donc, c'est vraiment une stratégie de contenu qui permet de montrer un peu la compréhension des problématiques clients et tout en prouvant une expertise, un savoir-faire de son entreprise. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'influencer les acheteurs dans leur phase de processus d'achat. Donc, c'est une stratégie qui vit surtout sur LinkedIn et Twitter, principalement. Et c'est à la fois un outil de communication, de prospection, de vente. Et donc, les ressorts du social selling, c'est de l'écoute et de la veille, c'est-à-dire avoir des commerciaux qui sont en permanence en veille sur les réseaux sociaux auprès de leurs clients, de leurs prospects, pour savoir aussi ce qu'ils partagent et pouvoir déceler en fait des attentes et des problématiques pour mieux proposer une expertise, etc. C'est donc du conseil plus que de la vente. Et ça repose vraiment sur l'image des commerciaux. Ça nécessite vraiment de soigner les profils des commerciaux. Enfin, c'est une démarche qui doit vraiment se faire en collaboration avec les équipes marketing qui doivent fournir de la matière première aux commerciaux et les commerciaux qui sont là pour distribuer, pour diffuser ces contenus. Donc voilà, le commercial devient presque une marque d'expert à part entière. Enfin, c'est un expert à part entière de l'entreprise. Donc c'est ce qui permet aussi au B2B de tirer un peu son épingle du jeu sur les réseaux sociaux. On a tendance à dire que les réseaux sociaux c'est pas pour le B2B, mais finalement le social selling c'est une stratégie justement qui permet de... Voilà. Bon, la tendance qui se dégage de tout ça, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, votre audience sur les réseaux sociaux, elle attend une communication privilégiée avec la marque, une relation en direct et une relation one-to-one. Et ça, cette relation one-to-one, elle est issue des stories. Alors, les stories, ce sont des photos ou des vidéos prises sur le vif, instantanées, spontanées, et qui sont disponibles pendant une durée déterminée. C'est Snapchat qui a lancé ça à l'origine. Mais aujourd'hui, on retrouve Facebook, Instagram, WhatsApp et même bientôt YouTube qui va s'y mettre. Ouais, vas-y.
Donc, Snapchat, à la base, ça avait connu une forte croissance, mais on peut voir que c'est pas le seul. Instagram, par exemple, ils ont lancé leurs stories en août 2016 et en moins d'un an, ils ont largement dépassé Snapchat, alors que Snapchat, sur le graphique, on le voit pas forcément, mais ils avaient quand même une croissance qui était plutôt rapide. Et les stories, par exemple, on a quelques chiffres sur Instagram. Les moins de 25 ans, ils passent en moyenne 32 minutes par jour, et les plus de 25 ans, 24 minutes par jour. Donc, c'est un nouveau format qui a pris énormément d'ampleur. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui s'y sont mis. On retrouve même de l'actualité en direct sur Snapchat. Et voilà, donc c'est un format qui fonctionne. La tendance de fond qui se dégage de ça, c'est que la marque, elle ne doit plus penser vers la cible, mais avec la cible. On attend de l'entreprise qu'elle soit capable de produire des contenus qui sont authentiques et proches de ses consommateurs, qu'elle soit spontanée et qu'elle arrive à créer un lien unique avec sa communauté, un lien de confiance. On attend des marques, en gros, qu'elles soient à la fois transparentes et honnêtes. Et ça, aujourd'hui, c'est particulièrement valable sur les réseaux sociaux. Oui, et les stories ont vraiment accentué ça parce qu'il y avait ce côté spontané, des stories, donc qui ont renforcé un peu cette attente, ces attentes sur l'authenticité des prises de parole de marque. Et en fait, ce qu'on observe sur les stories, finalement, c'est qu'on a une façon complètement différente d'engager avec son audience, puisqu'on n'a plus les likes, on n'a plus les commentaires. Enfin, on l'a, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on fait des stories pour son audience, mais mon audience va les consommer de manière individuelle. Et toutes les interactions qui vont se faire sur cette stories, ça sera entre la marque et une personne. C'est pour ça qu'on est de plus en plus dans l'ère de la communication one-to-one. On échange directement avec la marque. Sur les manières d'engager, du coup, elles sont différentes aussi parce que organiser un concours sur les stories, ça, par exemple, enfin, je prends l'exemple du concours, mais voilà, on va jouer sur des captures d'écran, sur des choses. Enfin, c'est pas voilà, on pourra plus jouer sur les likes, les commentaires comme on le faisait sur Facebook, sur Twitter, etc. L'avantage des stories, c'est qu'on a beaucoup moins de pression que sur les autres réseaux sociaux parce que on n'a pas ce risque du bad buzz déjà. Enfin, des commentaires qui s'emballent, etc. Non, parce qu'on est vraiment en one-to-one. C'est une personne qui parle à la marque. Et on a moins de pression aussi parce qu'on n'a pas besoin d'un rythme de publication effréné. En fait, l'utilisateur s'en rend pas compte de tout ça. Tout ce que vous avez mis en place sur Facebook, sur Twitter, à vous dire, bon, ok, il faut que je publie une publication par jour, etc. Sur les stories, on n'a pas du tout cet aspect-là. Donc pour les marques, ça présente quand même certains avantages. Et du coup, on a vraiment de nouveaux usages par rapport aux consommateurs qui finalement adoptent une posture beaucoup plus directe et des échanges toujours plus personnels et encore plus personnalisés avec les marques. Parce que justement, je parle avec un utilisateur, c'est un utilisateur à une marque. Et en même temps, on observe que les successeurs de la génération Z, ils s'annoncent très attentifs à leur identité numérique. Par exemple, ils ont un compte Instagram public, donc là où ils vont relier un peu tout ce qui les inspire, etc. Et ils ont un compte Instagram privé, donc beaucoup plus personnel, où là, ils vont relier tout ce qui se passe avec leurs amis. Ce sont des gros utilisateurs des adblockers. Ils font très attention aussi à utiliser des navigations privées dans leurs recherches. Donc, finalement, ils font assez attention à leur image. Et donc, justement, on peut entrevoir dans cette communication one-to-one une opportunité pour communiquer avec cette génération. À la fois cet aspect mode de communication un peu plus privé, un peu plus restreint, et du coup, ça tend aussi à nous amener à repenser à l'avenir les stratégies social media. Là où avant, on faisait peut-être du Facebook first, aujourd'hui, on va peut-être même aller vers du Messenger first. Voilà, donc sur de la messagerie directe et instantanée. Ce qui nous permet aussi d'aborder le prochain point de ce webinaire.
Qui est le décollage des chatbots. Une nouvelle tendance, effectivement, ce sont les chatbots. Alors, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est un programme qui vous permet, qui permet de dialoguer avec un individu par le biais d'un service de conversation. Donc, c'est un programme qui parle avec un individu. Ce service de conversation, il peut être hébergé sur le site web ou encore sur Facebook Messenger. D'ailleurs, Facebook Messenger peut lui-même être intégré sur un site web. Voilà. On peut voir que depuis 2014, le marché des chatbots est en augmentation constante. En 2018, la tendance se confirme et devrait même considérablement augmenter de façon exponentielle jusqu'en 2023. On estime d'ailleurs que le nombre de chatbots aura été multiplié par 15 d'ici 2023 et on référence aujourd'hui plus de 100 000 chatbots rien que sur Messenger. Selon une étude publiée par Oracle, il semblerait qu'aujourd'hui, on a 38% des marques françaises qui ont déjà déployé un chatbot et on pense que 79% d'entre elles l'auront fait d'ici 2020 dans le cadre des interactions avec les clients. Alors, où est-ce qu'on trouve des chatbots? Alors, généralement, on trouve pas mal de chatbots sur Facebook Messenger. Alors, sur Facebook Messenger, vous pouvez les activer en permanence ou seulement sur certaines horaires, par exemple les horaires où votre community manager n'est pas connecté, afin soit de demander aux internautes de patienter, soit de commencer à leur apporter un début de réponse. On les trouve également sur les sites d'e-commerce sous la forme d'une petite pop-up, où il y a un robot qui va immédiatement répondre aux clients sur, par exemple, les disponibilités de taille, de couleur, les délais de livraison, ce genre de détails. Et on peut également les retrouver sur des sites de collectivités ou de mairies. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples. On a Amelia qui répond à plus de 24 000 internautes sur le site web du district d'Enfield, au nord de Londres, pour leurs formalités administratives. On a Mia en Norvège, qui est un chatbot qui répond aux internautes pour les places en crèche. Il y a Buddy Krefeld aussi, qui est une application qui permet également de répondre à des questions administratives. Et plus récemment, il y a eu également Marius. Donc ça, c'était un chatbot Messenger qui a été créé par la ville de Marseille et qui répondait aux questions des internautes sur les élections de la ville. Ça, c'est un exemple, par exemple, de conversation que vous pouvez retrouver avec un chatbot, le chatbot en l'occurrence H&M. Donc, vous lui donnez quelques informations sur votre profil et ensuite, par un système de questions-réponses, il va identifier vos besoins, vous proposer des options de vêtements et vous pouvez même commander en ligne. Donc on voit aussi qu'il y a une convergence entre les différentes tendances parce que là, finalement, on est aussi sur du contenu qui est directement achetable, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, qu'on peut directement acheter depuis Messenger. Puis on est sur de l'ultra-personnalisation et de la relation directe aussi. Ça, c'est un autre exemple. C'est moi qui ai pris la capture d'écran. J'ai commencé à discuter avec le chatbot Fresh, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est un chatbot qui vous présente un résumé de l'actualité en fonction du coup de vos centres d'intérêt. Donc, moi, je lui ai donné mes centres d'intérêt, il m'a donné des actualités, etc. Et un peu plus tard, je suis revenu et j'ai commencé à lui parler en langage, mais tout à fait commun. Et on peut observer que, même si ça reste sommaire, le chatbot est tout à fait capable de réagir. Donc, la technologie s'améliore. Alors, pourquoi utiliser un chatbot? Bon, la première raison, c'est que bien sûr, le chatbot, il est rapide. Il peut automatiquement répondre à des milliers de requêtes en même temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Également, c'est un excellent assistant à la relation client parce que on estime qu'entre 40 et 60% des requêtes des utilisateurs ne nécessitent aucun raisonnement. Demander l'horaire d'une déchetterie ou le plan d'une piscine, ça ne nécessite pas un effort de la part de votre community manager. Donc, si vos community managers peuvent s'appuyer sur des chatbots pour répondre à toutes ces requêtes qui sont classiques et très nombreuses, ça leur laisse du temps pour se consacrer à des vrais problèmes de fond. Et ça, c'est un vrai avantage. Enfin, le chatbot est écouté. La communauté de la tranchée, donc c'est du coworking, a fait une expérience. Ils ont envoyé une newsletter, la même, mais par email et par leur chatbot. Et on observe que les taux d'ouverture et de clics sur l'email, qui sont respectivement de 20% et 1%, sont bien inférieurs à ceux du chatbot, dont les taux d'ouverture
exceptionnel de 98% et avec un taux de clic de plus de 38%. Donc ce sont des taux très élevés et ça peut s'expliquer par la curiosité des internautes envers les chatbots. C'est quelque chose de nouveau, ça nous intéresse, donc forcément on y accorde de l'attention. Tout ça, bon, tant qu'on reste sur Facebook, est-ce que, on en entend pas mal parler en ce moment, les publications organiques diminuent de plus en plus et du coup, est-ce qu'on se dirige vers la fin des publications organiques sur Facebook ? Il y a plusieurs signaux qui sont annonciateurs. Donc ça, c'est pas nouveau. Depuis 2012, la portée naturelle des publications est toujours en baisse. Donc la portée naturelle, c'est la capacité d'une marque à toucher ses fans lorsqu'elle effectue une publication de façon organique, c'est-à-dire une publication qui n'est pas sponsorisée, pour laquelle vous n'avez pas payé. On estime par exemple qu'il y a une portée de 10%, c'est qu'il y a une personne sur 10 qui a vu votre publication. Donc, cette portée, elle diminue depuis 2012 et c'est pas parti pour s'arrêter. On estime d'ailleurs que sur 1500 contenus qui sont publiés par des pages que vous aimez, vous en verrez que 300. Quel que soit le nombre de fois où vous actualisez votre fil d'actualité, vous en verrez que 20% du total. Donc, Facebook, cette situation, c'est parce que Facebook contrôle ce qui va apparaître sur votre fil d'actualité. Si vous aimez une centaine de pages, vous ne verrez pas tous les contenus de ces pages-là. C'est Facebook qui détermine ce qu'il vous montre. Et en ce moment, Facebook a plutôt tendance à prioriser les publications de vos amis et à mettre les publications des pages à l'écart. Oups, pardon. Voilà, Facebook a d'ailleurs entamé des tests dans plusieurs pays pour justement séparer ces contenus et les résultats sont sans appel. Les community managers de ces pays ont annoncé une baisse de la portée organique de plus de 2/3. Donc ils ont perdu 2/3 de leur portée organique. Ça, c'est sur Facebook. On observe un phénomène similaire sur d'autres réseaux sociaux, par exemple Snapchat, qui, pareil, on le disait tout à l'heure, a tendance à séparer les snaps des amis des snaps médias. Alors, comment est-ce qu'on peut, malgré tout ça, conserver de la portée organique ? La meilleure solution, ça reste encore de partager uniquement votre meilleur contenu. Vu qu'il n'y a qu'une faible proportion de vos internautes qui verront ce que vous postez, autant être persuadé à 100% que ce contenu va les intéresser. Du coup, ils le partageront, ils cliqueront dessus, etc. Et ça, Facebook le prend en compte dans son algorithme et fera forcément apparaître votre contenu auprès de leur liste d'amis. Ce qui se dégage aussi de ça, c'est le fait aussi de se réinterroger, de remettre en question continuellement sa stratégie de contenu, de se poser la question si le contenu que je partage a vraiment un potentiel viral, est-ce qu'il est de qualité. Enfin, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est se réinterroger aussi sur reprioriser en tout cas ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Également, une autre solution, ça consiste tout simplement à pousser à l'engagement. C'est pas grand-chose. Il suffit simplement de poser des questions à votre communauté, leur demander leur avis, faites-les participer, invitez-les à cliquer, à liker, à partager votre publication. C'est le meilleur moyen de la faire apparaître auprès de plus de monde. Et également, ça c'est la finalité, c'est que Facebook a tendance à essayer de pousser son système de paiement. Et donc du coup, une solution consiste à se servir de Facebook, comme aujourd'hui on pourrait se servir d'AdWords, c'est-à-dire de préparer des campagnes où vous préparez à l'avance vos objectifs, les publications que vous souhaitez booster et l'audience auprès de laquelle vous souhaitez la faire apparaître. Oui, puis du coup, ça réinterroge aussi sur sa stratégie média sur Facebook. Sur sa stratégie, on va être en perpétuelle évolution, correction, ajustement. C'est-à-dire que on va booster un contenu, on va tester la réaction des gens et on va prioriser ses achats médias en fonction de ce qui marche ou ce qui marche pas. Bon là, celle-là. Apparemment, au bout de 24 heures, j'ai pas mal de remontées, donc je vais peut-être augmenter un peu mon budget média sur cette publication. Celle-là, elle marche moins, bon, je laisse tomber. Enfin voilà, c'est aussi réorganiser un peu sa façon de concevoir des stratégies d'achat publicitaire social média.
Une autre solution pour continuer de contacter votre audience malgré ces faiblesses de l'algorithme, c'est le marketing d'influence. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on en est? En 2017, les entreprises ont pris conscience qu'elles subissaient les changements d'algorithme des plateformes sociales, la portée organique diminue. Et du coup, pour continuer de dialoguer avec leur audience, les entreprises ont commencé, c'est pas nouveau, mais les entreprises ont commencé à passer par des influenceurs. Alors, les influenceurs, ce sont des personnalités, des figures au sein d'un certain domaine, et les entreprises avaient tendance à passer plutôt par des macro-influenceurs. Les macro-influenceurs, ce sont des influenceurs connus, conséquents, avec plus de 10 000 abonnés. C'est la définition qu'on donne généralement d'un macro-influenceur. Mais ces macro-influenceurs en 2017 étaient de plus en plus critiqués et n'étaient pas proches de leurs fans. En effet, lorsqu'Enjoy Phoenix vous propose un vernis, vous pouvez vous douter qu'une marque l'a approché afin d'en parler. Et il est difficile de se sentir proche de ses abonnés lorsqu'on en a plusieurs millions. Du coup, les stars de 2018, ce sont les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, comme leur nom l'indique, sont plus petits que les macro-influenceurs. On estime qu'un micro-influenceur a entre 1000 et 10 000 abonnés. Au-delà, il est macro. En dessous, considérons qu'il n'existe pas. Ils sont très qualitatifs. Ce sont des experts dans leur domaine. Généralement, un micro-influenceur va parler d'un sujet qui le passionne et du coup, c'est un expert. Il maîtrise parfaitement le sujet. Du coup, leur audience qui les suit sont également des passionnés et ça vous donne une audience qui est hyper ciblée. Les micro-influenceurs ont un autre avantage, une autre corde à leur arc, c'est que ce sont des influenceurs authentiques. Ils sont crédibles. Ils n'ont pas encore été achetés par les marques, ils bénéficient d'une crédibilité auprès de leur audience. Et d'ailleurs, ils sont très proches de leurs abonnés, étant donné que ceux-ci sont moins nombreux, ils ont tendance à les rencontrer de façon plus régulière. Enfin, ils sont également plus accessibles que les gros influenceurs. On verra ça sur une autre slide, mais en tout cas, vous pouvez les approcher plus facilement. Ça, c'est un petit graphique qui montre quand même l'importance des micro-influenceurs, parce que même s'ils ont une audience qui est plus faible que les macro-influenceurs, ils sont également beaucoup plus nombreux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle parfois les micro-influenceurs les influenceurs de la longue traîne. Ceux qui font un peu de référencement naturel auront compris la métaphore, mais en tout cas, il peut être parfois plus utile de contacter plusieurs micro-influenceurs, ça vous coûtera moins cher et vous contacterez plus de gens que si vous passez par un macro-influenceur. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des micro-influenceurs, on en trouve finalement un peu dans tous les secteurs. C'est pas que de la mode, c'est pas que de la beauté. Bien sûr. On en trouve même dans les secteurs de niche. Alors, le profil des influenceurs, là, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a environ 40% des influenceurs qui ont justement entre 1000 et 10 000 abonnés. Mais si on augmente si on est plus souple sur la définition d'un micro-influenceur et qu'on s'arrête à 30 000 abonnés, là, on peut se rendre compte qu'il y a plus de 50% des influenceurs qui ont entre 1000 et 30 000 abonnés. Donc, du coup, ils existent, ils sont nombreux, on peut les contacter. Également, d'ailleurs, justement, pardon. Je t'en prie. Pour les contacter, c'est assez simple. On peut se rendre compte que sur 58% d'entre eux, vous pouvez envisager un partenariat, vous pouvez leur parler de votre produit et les faire parler de votre produit pour un budget situé entre 0 et 100 euros. Donc ça veut dire que généralement, un micro-influenceur, il suffira de faire la démarche, d'aller le voir, de lui parler de votre produit, de lui envoyer un échantillon. Et avec un peu de chance, si vous ne cassez pas sa ligne éditoriale, il y a de grandes chances qu'il se mette à en parler de lui-même auprès de son audience. Alors du coup, pourquoi choisir un partenariat avec des micro-influenceurs? Si on fait le récapitulatif, ils sont nombreux, presque 50% d'entre eux ont entre 1000 et 30 000 abonnés, et ils ont un taux d'engagement bien supérieur à celui d'un macro-influenceur. Déjà, un influenceur, de manière générale, on considère qu'il y a un taux d'engagement qui est 11 fois supérieur à celui d'une campagne classique. Et ben, si vous faites partenariat avec des micro-influenceurs, le taux d'engagement est 60% supérieur. Et ils ont tendance, du coup, lorsqu'un produit leur plaît, à pousser 6,7 fois plus leurs abonnés vers un comportement d'achat qu'un macro-influenceur. Donc, ce sont d'excellents partenaires. Et ce qui est intéressant aussi dans ces stratégies avec les influenceurs, et ce qui est particulièrement important, c'est pour une stratégie d'influence réussie, il faut vraiment que la marque s'intègre dans la ligne éditoriale de l'influenceur. C'est là où le partenariat est efficace.
parce que l'audience de l'influenceur, c'est pas l'histoire de tromper son audience, mais c'est juste que ça découle plus naturellement, ça a du sens. Le produit ou le service que vous allez proposer, il est en résonance avec le contenu de l'influenceur. Il y a cet exemple, alors pour le coup là, d'une superstar, influenceur, de Cyprien qui avait fait une vidéo les Sims dans la vraie vie. Bon, en réalité, c'était un partenariat avec le jeu vidéo les Sims, mais il en avait fait un véritable sketch. Donc finalement, tout le monde y retrouvait, enfin l'audience y retrouvait son compte. Puis il ne s'est pas senti floué également parce que Cyprien, dès le départ, avait annoncé que c'était un partenariat, c'était marqué dans la description, il ne l'a pas caché. Mais comme effectivement c'était parfaitement dans sa ligne éditoriale et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait avec le thème, bah du coup ça s'est très bien passé. Voilà. Hop. On a fait un peu le tour des tendances, on va dire, à court terme, alors qui ont déjà émergé et qui continuent leur croissance. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est vers là où on se dirige dans quelques années, à plus ou moins moyen long terme. Aujourd'hui, la position des réseaux sociaux, en tout cas les ambitions des réseaux sociaux, c'est un peu d'être la nouvelle télévision. Twitter fait déjà de la diffusion live d'événements sportifs ou d'actualité. Snapchat a pour ambition de produire des formats courts pour les jeunes, donc des séries ou des formats de télé-réalité. Facebook lui a annoncé, donc il investit déjà dans les droits sportifs et il ambitionne aussi de faire de la production de contenu premium type HBO ou Netflix, donc de vraiment produire des productions originales à grande ampleur. Donc on peut imaginer plusieurs impacts pour les marques. C'est que finalement, on va avoir des nouvelles formes de partenariats qui vont se créer. D'ici quelques années, on aura des marques qui vont s'associer avec des réseaux sociaux pour créer, par exemple, une série qui soit en résonance avec une marque. On peut aussi imaginer de nouvelles formes de placement de produits dans ces productions-là. Ça ouvre aussi également des possibilités sur les formats publicitaires, puisqu'on va avoir des nouvelles productions, on va avoir peut-être de nouveaux formats publicitaires, on va avoir des nouvelles audiences qui seront peut-être encore plus importantes. Si on imagine que demain le Super Bowl, je prends l'exemple à l'américaine, mais le Super Bowl qui est aujourd'hui la plus grosse audience télévisée américaine. Si on imagine que c'est diffusé sur les réseaux sociaux, forcément, on peut imaginer que ça laisse des possibilités en ciblage publicitaire peut-être aussi intéressantes que la télévision, mais avec des budgets moindres et peut-être des formats beaucoup plus innovants. Donc voilà, bon là c'était un peu plus pour s'ouvrir à de nouvelles choses, mais on va dire que c'est pas pour tout de suite. Donc, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Donc, je vois qu'on a une question. Ouais. On a une question. Savez-vous comment envoyer une news via un chatbot à toutes les personnes nous ayant déjà contactés? Facebook Messenger, par exemple. Alors, les bots sur Messenger, en l'occurrence, c'est à vous de faire l'effort d'aller lui parler. Vous ne pouvez pas être invité par quelqu'un à parler, enfin, comment dire, vous pouvez cliquer sur la publication de quelqu'un qui vous parle de ce chatbot et rentrer en contact avec le chatbot, mais en tout cas, c'est à vous de faire l'effort, de faire le premier pas vers le chatbot. Vous ne pouvez pas inviter une base de données à discuter avec votre chatbot. Par contre, une fois que les personnes ont commencé à dialoguer avec lui, lorsque vous rédigez quelque chose, vous faites parler votre chatbot, il va s'adresser aux personnes, à l'audience que vous avez définie, mais qui est déjà rentré en contact avec lui. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à utiliser le module de questions. Oui, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Ah, peut-on avoir le PowerPoint et comment partager la vidéo
Et alors le PowerPoint, oui, vous l'aurez, on l'enverra, on vous l'enverra suite au webinaire. Et la deuxième question, comment partager de la vidéo d'autres entreprises sur Facebook de sorte qu'elle se lance automatiquement? Je pense que ce dont vous parlez, c'est le cross-postage, en fait, qui permet d'uploader la vidéo une seule fois, par exemple sur Facebook, et de la diffuser sur plusieurs pages, mais effectivement, elle se lance automatiquement parce que c'est comme si elle était hébergée directement sur la page. Alors ça, le cross-postage, en fait, c'est il faut entretenir des relations avec les différentes pages. En fait, c'est une fonctionnalité dans les paramètres de vos pages. Vous devez d'abord faire une demande à la page pour être autorisé à cross-poster donc ces vidéos. Et ensuite, si la page vous autorise à faire ce cross-postage, sur chaque vidéo qu'elle uploadera, il faudra qu'elle dise j'autorise telle page à la cross-poster. Voilà, ça c'est des choses dont on peut discuter. J'avoue que comme ça, je pense que c'est pas très évident à comprendre, mais en tout cas, si vous regardez du côté des fonctionnalités de cross-postage, vous allez trouver la réponse. Puis je suppose que si vous tapez cross-postage page Facebook sur Google, vous trouverez un tutoriel. Ok. Walter Blanc, vous êtes super, bravo. On sait. Merci Walter. Alors, comment assainir son fil d'actu? Alors moi, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Alors, à titre personnel, lorsque quelqu'un ou une page ne me plaît pas, je demande à ne plus le suivre. Après, je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que c'était l'objet de la question, c'est-à-dire de vraiment suivre ce qui vous intéresse? Non, là, c'est une autre. Alors, je retourne juste rapidement du coup sur la question du fil d'actu. Il y a plusieurs options. Du coup, effectivement, vous pouvez tout simplement filtrer et ne plus suivre les sources qui ne vous plaisent pas. Vous pouvez également demander à ce que certaines sources qui vous plaisent particulièrement apparaissent systématiquement en premier. Donc, par exemple, moi, il y a une page d'informatique parce que j'adore l'informatique, me plaît. Bon, je vais sur la page et je demande à voir toujours les publications de cette page en premier. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que vous pouvez inviter votre audience à faire. Si jamais vous avez une page Facebook et que vous avez une bonne communication avec votre audience, vous pouvez les inviter du coup à toujours mettre votre publication en premier sur leur fil d'actu. Alors, on a une autre question. Les collaborateurs de l'entreprise sont un relais important dans les réseaux sociaux. Auriez-vous des bonnes pratiques afin de les embarquer dans l'histoire réseaux sociaux? Oui, effectivement, c'est vraiment des ambassadeurs de la marque, de l'entreprise. Alors, on a évoqué un peu le social selling, donc qui était plus une problématique B2B, mais on remarque qu'il y a beaucoup de secteurs où déjà il faut faire attention à ce que les employés peuvent relayer, mais effectivement pour les embarquer, ça passe par une sensibilisation des employés à l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas exactement dans quel cadre se situe la question, mais oui, on peut déjà imaginer des sessions de formation auprès des différents collaborateurs en groupe pour leur expliquer un peu déjà, les impliquer dans la stratégie, leur expliquer la stratégie de l'entreprise sur les réseaux sociaux, leur expliquer en quoi vous avez besoin d'eux, jusqu'où ils peuvent aller. Comment eux peuvent soigner aussi leur image sur les réseaux sociaux. Ça passe aussi par, ça se fait de plus en plus, et c'est vraiment quelque chose d'important dans les entreprises, mais d'avoir une charte de bonne conduite des collaborateurs sur les réseaux sociaux, donc qui résume en quelques grands points. Donc l'idée, c'est comme sur les réseaux sociaux, hein, d'être synthétique et d'être parlant avec du visuel, etc. Mais qui résume en gros les lignes de conduite à adopter sur les réseaux sociaux. Voilà, ça si c'est un sujet, c'est un sujet assez important. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, on peut prolonger la discussion là-dessus parce qu'il y a plein de choses à faire. Voilà.
J'espère avoir donné déjà des premiers éléments de réponse. N'est-il pas dangereux d'inciter au like, commentaire, partage comme vous l'avez évoqué? Je crois que Facebook surveille ce genre de pratique. Alors là où c'était dangereux entre guillemets, c'était effectivement pendant un temps, Facebook avait une politique sur les réseaux sociaux, notamment sur tout ce qui concernait les concours. En fait, Facebook interdisait, dans son règlement, interdisait aux marques de se servir des fonctionnalités, par exemple de like, de partage, pour les jeux concours. On ne devait pas voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a changé. On peut se servir des commentaires. Mais je pense que c'est un peu pour ça que vous l'évoquez comme ça. Mais en tout cas, c'est bête à dire, mais en tout cas, dans une stratégie d'engagement, alors les concours, c'était une politique de Facebook, mais en tout cas, plus largement dans une stratégie d'engagement, de contenu, etc. C'est très bête à dire, mais souvent, quand on incite justement au like, au partage, etc., en fait, on voit les résultats. Ça fonctionne. Après, il faut quand même être subtil. Dites pas simplement j'ai aimé la publication, mais vous pouvez simplement dire si vous pensez que cette information peut être utile à vos amis, n'hésitez pas à la partager ou n'hésitez pas à leur envoyer. Voilà. Ouais. Soyez subtil, soyez fin. Et donc, yes, prochain webinaire, comment fidéliser les collaborateurs sur les réseaux sociaux. Très bien, mais effectivement, ça pourrait être une bonne idée. S'il y a j'en profite du coup, s'il y a des thèmes comme ça qui vous intéresseraient à développer en webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer ça par mail. On va vous envoyer la présentation PowerPoint suite au webinaire, mais si vous voulez répondre aux mails, nous, on a accès. Vous pouvez répondre directement à la newsletter avec des idées de sujets et effectivement, on étudiera tout ça. Ça peut être, on est toujours content. C'est d'autant plus. Ça nous fera toujours plaisir. Ouais, voilà, et puis c'est toujours mieux si ça correspond. Si on est au plus proche de vos problématiques. Question pour l'ensemble des participants. Comment communiquez-vous avec Facebook? Problème technique, par exemple, si vous avez des numéros de téléphone ou email d'assistance. Car via leur espace, je n'ai pas de réponse. Comment communiquer? Lorsqu'il y a un problème technique, comment est-ce qu'on contacte Facebook? Eh ben, il y a différents formulaires. Je sais, c'est la croix et la bannière. Ouais, non, c'est compliqué. C'est fatigant. C'est très fatigant, c'est usant. Il y a des formulaires pour différents cas de figure. Et là, pour le coup, voilà. Là où vous pouvez avoir un numéro de téléphone, c'est si vous faites du Facebook Ads. Là, les commerciaux de Facebook sont tout à fait disponibles. Mais pour tout ce qui est problème technique sur des pages, etc., effectivement, non, ils se gardent bien de donner un numéro d'assistance ou un email personnel. Donc, j'ai pas vraiment d'autres réponses que de dire d'être tenace et patient. Après, il y a des forums aussi sur Facebook dans les pages d'aide et parfois la communauté est assez active sur certaines problématiques et vous pouvez trouver la réponse via la communauté Facebook. Voilà. D'ailleurs, généralement, vous tombez sur ces sujets-là en cherchant la réponse sur Google. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou remarques, tout simplement? Bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Merci d'avoir été très actif. Vous avez posé beaucoup de questions, donc c'est super. Ça nous a fait plaisir. Et puis, voilà, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez évoquer, il n'y a pas de souci pour nous envoyer ça par mail. On sera très content de les étudier. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.